Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée d'International avec RFI et le journal Le Monde. Notre grand entretien d'actualité est aujourd'hui consacré à cette question qui divise toujours l'Europe. Quelle politique migratoire? Un sommet informel a réuni les 28 pays il y a un peu plus de 48 heures en Autriche, à Salzbourg. Notre invité est en première ligne sur ce dossier. Pascal Brice est directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il était cet été à Valence, en Espagne, ou à Malte, au contact des migrants arrivés à bord de ces bateaux comme l'Aquarius, interdit d'accoster en Italie. Pour ouvrir cet entretien, ce document, il raconte brièvement comment est né ce statut de réfugié le 28 juillet 1951 à Genève. La Deuxième Guerre mondiale a laissé des nations dévastées, entraînant des flux de réfugiés abandonnant leur propre pays. Ils sont alors plus d'1 million. Les gouvernements avaient besoin d'aide et la crise devait être gérée. En décembre 1950 est fondé alors le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Et en juillet 1951, la Convention des Nations Unies pour les réfugiés est adoptée. Un réfugié, c'est quelqu'un qui vit en dehors de son propre pays et qui ne peut pas y retourner en raison d'une peur légitime de persécution en lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social. Les fondateurs onusiens du HCR pensaient que cette mission ne durerait que 3 ans. Ils se trompaient. Bonjour Pascal Brice. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce document est d'actualité. Le monde connaît à nouveau une crise migratoire presque sans commune mesure depuis la Seconde Guerre mondiale. En janvier dernier, le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, nous disait qu'aujourd'hui, vu l'état du monde, de l'Europe, de ses divisions, le statut de réfugié, tel qu'il a été adopté en 1951, ne le serait plus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Je partage totalement le point de vue de Filippo Grandi. Parce que quand on voit l'état des rapports internationaux, on devine qu'on serait bien incapable d'élaborer un outil juridique international aussi protecteur. Et cela en dit long sur le combat qui est le nôtre. Vous savez, cette Convention de Genève de 1951, c'est l'acte fondateur de l'OFPRA. C'est notre Bible, en quelque sorte, comme pour le HCR. Et ça en dit long sur le combat qui est le nôtre, parce qu'il faut faire vivre, protéger ce trésor fondamental, parce que, hélas, la mémoire historique se perd, celle de la Seconde Guerre mondiale qui avait conduit à cette Convention de Genève qui est pour nous un trésor fondamental. Il y a des pays qui pourraient remettre en cause ce statut. Vous savez, dans les faits, la tentation est permanente. On reviendra sur les discussions européennes. Il y a parfois chez certains la tentation de dire que, par exemple, il faudrait qu'il n'y ait plus de demandeurs d'asile en Europe, en faisant en sorte que ce soit les pays hors d'Europe qui gèrent cela. Ça, ce serait totalement contraire à la Convention de Genève, mais c'est le combat dans lequel nous sommes les uns et les autres aujourd'hui. Alors, avant de poursuivre cet entretien avec RFI et le journal Le Monde, je vous propose, Pascal Brice, un rappel des missions de l'OFPRA au cœur de l'actualité. Mévalo et Emmanuel Marty. Vous êtes le bienvenu. You're welcome in France. C'était au mois de juillet. Vous, le directeur général de l'OFPRA, chargé de traiter les demandes d'asile sur le territoire français, accueillait alors en personne plus d'une 50aine de réfugiés à leur arrivée à l'aéroport de Roissy en France. Ils viennent d'arriver de Malte, où une semaine plus tôt, le navire humanitaire qui les a secourus a pu enfin accoster après plusieurs jours d'errance. Les équipes de l'OFPRA se sont rendues sur place tout de suite avec d'autres Européens pour pouvoir s'assurer que certaines personnes relevaient bien du droit d'asile. Soudanais, Érythréens ou encore Somaliens, tous ont été auditionnés dès leur descente du bateau. Ils ont obtenu le statut de réfugiés et le droit de demander l'asile en France. C'est une mobilisation européenne et qui montre que les Européens sont capables de répondre à la situation sur la question de l'asile dans le respect du droit. Une démonstration de solidarité voulue par Paris et par vous. Car à la tête de l'OFPRA depuis 2013, vous avez dû affronter les dysfonctionnements et les failles de la politique d'asile de l'Europe. Avec l'échec des fameux hotspots installés en Grèce et en Italie, celui de la politique des quotas et l'inefficacité du règlement de Dublin censé régir les allées et venues au sein de l'Union. Traiter les dossiers des candidats à l'exil dès leur arrivée dans le premier pays européen, réduire au maximum le temps d'instruction de leurs demandes, vous plaidez pour une agence européenne de l'asile. Mais sommet après sommet, les dirigeants échouent à s'entendre. Marie, une question d'actualité sur l'Aquarius.
Oui, Monsieur Brice, l'Aquarius patrouille à nouveau, donc affrété par SOS Méditerranée, patrouille à nouveau au large de la Libye. Il a déjà à son bord des migrants, des rescapés. Est-ce que on va, dans les jours à venir, le voir à nouveau errer en mer, en quête d'un port, comme ça s'est produit durant tout l'été ? Il faut absolument éviter ça. Moi, je veux dire d'abord mon amitié pour celles et ceux qui participent à cette aide aux naufragés. Il faut éviter cela parce que c'est évidemment indigne. Nous le voyons lorsque au cours de cet été, nous étions là dans les pins d'Espagne, à Malte, en Italie, à l'arrivée de ces bateaux. Les passagers sont terriblement traumatisés parce qu'ils ont vécu, en plus de leur parcours d'exil. Ce qui est devant nous, c'est de mettre en place un système durable, solidaire, européen, conforme au droit d'asile, d'accueil de ces personnes. Vous l'avez dit, on l'a vu, pendant cet été, nous avons multiplié les missions de protection ponctuelles. Les équipes de l'OFPRA se sont déployées à chaque fois, souvent avec d'autres Européens, pour montrer que ce qui a été évoqué dans les conclusions du Conseil européen de juin dernier est possible. Il faut maintenant qu'au-delà de ces missions ponctuelles, ce soit un système durable qui se mette en place. La négociation se poursuit. Elle est compliquée parce qu'on sait bien qu'au niveau européen aujourd'hui, le paradoxe, vous le savez, c'est que les arrivées sont beaucoup plus faibles qu'il y a 3 ou 4 ans. Nous ne sommes plus au cœur de cette crise, pour peu qu'il y ait eu vraiment une crise de l'asile ou une crise migratoire. Les arrivées sont plus faibles, nettement plus faibles. Nous sommes dans une crise de nature politique qui s'explique d'ailleurs, je pense, par des crispations sociales, identitaires, des divisions de l'Europe. Et donc il faut, dans ce contexte-là, apporter des réponses de manière à ce que les pays d'arrivée, notamment l'Italie, soient aidés. C'était la vocation de ces missions, montrer que nous pouvions être là, présents, aider les Italiens à instruire, accueillir celles et ceux qui relèvent du droit d'asile. Et il faut que ces pays assument leurs responsabilités. Donc il faut notamment que l'Italie, si c'est le cas sur le plan géographique, accueille les navires qu'il doit accueillir conformément au droit international. Mais Pascal Brice, quand vous voyez ce qui s'est passé cette semaine à Salzbourg, est-ce que vous pensez qu'il est possible de réconcilier les deux tendances diamétralement opposées entre ceux qui se refusent absolument à l'accueil des migrants et ceux qui commencent à être plus pragmatiques? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que vous avez détecté le moindre signe? Il le faudra, mais nous sommes dans un combat. Ne nous racontons pas d'histoire. Ne croyons pas que nous serions en ce moment en Europe entre des gens qui seraient tous de bonne compagnie. Non. Il nous faut aujourd'hui aboutir à une solution. Ça fait d'abord 3 ou 4 ans dans cette crise européenne que l'Europe n'a pas été à la hauteur, divisée, incapable de mettre en place des solutions conformes au droit d'asile. Je vois bien le risque. Nous en parlions tout à l'heure, qu'au fond, tout le monde se met d'accord en disant, bon, parce qu'on ne sait pas faire en Europe, on va considérer que c'est, après la Turquie, la Libye, la Tunisie ou d'autres qui vont gérer. Non. Et donc ces solutions-là, elles existent, elles sont dans les conclusions du Conseil européen. C'est des dispositifs dans les pays de transit, c'est ce que nous faisons au Niger et au Tchad. C'est le renforcement des frontières extérieures et de leur contrôle. C'est la capacité d'accueillir, comme nous l'avons fait dans les ports européens, dans des centres contrôlés. Donc l'avancée, c'est que les solutions sont sur la table. Soyons lucides sur la stratégie de certains et je pense qu'on peut aboutir. Est-ce qu'il ne faut pas prendre acte du fait qu'il y a un noyau de pays qui ne va pas bouger et à ce moment-là, avoir d'autres pays qui, à côté, s'entendent pour agir au coup par coup et effectivement ouvrir les portes? On sait de longue date que la question pourra éventuellement à un moment ou à un autre se poser en ces termes. Mais à partir du moment où vous avez notamment des pays qui sont des principaux pays d'arrivée aujourd'hui, ou potentiellement, parce que redisons que les nombres des arrivées s'est beaucoup réduit. Oui, 85% en moins en Italie. Voilà. Beaucoup plus sur maintenant, c'est l'Espagne. Il est quand même difficile d'imaginer que des pays, et des pays aussi importants, échappent à leurs responsabilités. Donc c'est ensemble qu'il faut construire cette solution-là. Une solution qui soit solidaire. Parce que le problème, c'est que vous parliez de Dublin notamment, c'est que l'Europe n'a pas été solidaire à l'égard de ces pays, notamment l'Italie et la Grèce, pendant ces dernières années. Un système de responsabilité où l'Italie accepte les bateaux qui sont là parce que les personnes doivent être, au titre du droit international, être accueillies. Un système conforme au droit d'asile, c'est-à-dire que lorsque les gens sont en Europe, c'est la Convention de Genève, on instruit leur demande d'asile et on accueille celles et ceux qui relèvent du droit d'asile. Et donc il faut que nous puissions avancer. Les solutions sont sur la table. Je vois bien que nous sommes dans un moment de tension politique extrême, où les instrumentalisations sont nombreuses. Il faut faire la démonstration, du point de vue français notamment, que nous avons compris que nous avions manqué d'esprit de solidarité au cours de ces 3-4 dernières années et que nous sommes en situation de faire valoir cette solidarité. Et alors mais vous pensez que la réforme de Dublin, ça va se faire d'ici la fin de Non, je pense que Dublin, j'espère que, hélas, que chacun a compris que Dublin est un système qui est pernicieux. Ce système de Dublin, rappelons-le, c'est un système qui veut que ce soit le pays d'arrivée en Europe qui traite la demande d'asile. Ça ne marche pas. Et vous avez 3 conséquences pernicieuses. La première, c'est pour ces pays-là. On voit bien qu'en Italie et en Grèce, que ça provoque politiquement, socialement,
Mais voyons ce qui se passe aussi dans un pays comme le nôtre, en France. Les conséquences de Dublin, elles sont doubles aujourd'hui en France. C'est que vous avez des personnes, notamment des personnes de nationalité afghane, nombreuses, dont la demande d'asile a été rejetée en Allemagne, grand pays d'asile, qui viennent en France. Et parce que Dublin ne marche pas, au bout de plusieurs mois d'attente, l'OFPRA doit refaire une deuxième instruction de la demande d'asile dans l'espace européen. C'est une aberration. Moi, je ne souhaite pas que ces personnes puissent avoir une deuxième instruction de la demande d'asile. Et enfin, vous avez des personnes, la situation à Nantes par exemple, qui est une situation... Oui, il y a eu un campement sauvage de 600 personnes qui a été démantelé hier. Je veux saluer l'action de la maire de Nantes, mais je termine si vous permettez. Et après, une chose un peu plus concrète. Ça, c'est un aspect concrètement. Vous avez des demandeurs d'asile qui, en France, sont dans le cadre de cette procédure Dublin, qui ont seulement laissé des empreintes en arrivant par exemple en Italie, qui ne peuvent pas saisir l'OFPRA et qui traînent pendant des mois, notamment dans des centres d'hébergement, sans que rien ne se passe. Alors, quelle solution vous voyez ? La solution, c'est... En premier lieu, la mise en place de ces centres contrôlés à l'arrivée dans les ports européens et l'instruction de la demande d'asile sur place. Et l'Agence européenne de l'asile, de manière à ce que nous ayons un dispositif où, tout simplement, par exemple, quand l'OFPRA allemand a rejeté une demande d'asile, l'OFPRA doit reconnaître immédiatement la décision allemande et ne pas recommencer. Mais Pascal Brice, vous venez de dire la France a manqué de solidarité ces 3-4 dernières années. Est-ce qu'on est très solidaire, pour parler très concrètement, quand, par exemple, cet été, vous allez à Valence et vous instruisez sur les 630 migrants à bord, vous auditionnez la moitié de ces migrants qui manifestent leur volonté apparemment de venir en France et vous en accueillez 80. Est-ce que c'est ça, à hauteur de la solidarité de la France par rapport à cette question? C'est d'accueillir 80 migrants sur 630? Oui, vous avez raison de souligner que pour l'instant, il y a eu les 80 personnes en Espagne, au total 250 personnes en 5 missions en 2 mois. Donc évidemment, on est dans l'ordre du symbolique. Si on devait en rester là, on ne serait pas à la hauteur. Mais redisons quelques éléments à mes yeux simples. 1, nous avons manqué d'esprit de solidarité. Le président de la République l'a dit lors de la conférence des ambassadeurs de manière extrêmement claire. Deuxièmement, il convient d'organiser cette solidarité de manière à ce que l'ensemble des États membres de l'Union participent à ces dispositifs, dans les pays de transit, Niger, Tchad, et sur le sol européen. Et qu'on tourne le dos à un système de Dublin qui est l'inverse même de la solidarité. Venons à Valence. Mais vous empêchez d'en prendre plus concrètement. Je voudrais d'abord répondre sur Valence et venir sur votre question. Parce qu'on ne peut pas non plus, et je ne comprends pas votre propos de cette manière-là, être dans l'incantation. On va en prendre plus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en prendre plus. Moi, ma préoccupation, elle est de quelle nature? Qu'on respecte le droit d'asile. Et qu'on le fasse de manière ordonnée et organisée. Parce que, vous savez, ça fait 6 ans que je suis à la tête de l'OFPRA. Cette crise européenne de l'asile, je la vis depuis le départ. Et je vois donc les choses un peu dans la durée. Je vois ce qui se passe dans des pays qui ont beaucoup accueilli. La situation en Allemagne aujourd'hui n'est plus celle de 2015. Je veux rendre à nouveau hommage à ce que j'ai vu en Allemagne. Mais parce que vous étiez en Allemagne, à l'arrivée des trains. Et nous étions là, on n'en est plus là. Donc ce que je veux dire, je reviens sur Valence, simplement pour répondre à votre question. Pourquoi 80 lorsqu'il y en avait 600? Je vais être très précis. Lorsque les passagers de l'Aquarius sont arrivés à Valence, les policiers espagnols, après que le président de la République ait fait valoir cette proposition de solidarité de la France vers l'Espagne et vers les réfugiés, cette possibilité de demander l'asile vers la France. Sur les 600 passagers en arrivant, dans des conditions très difficiles, 250 ont dit « nous, on souhaite demander l'asile vers la France ». Je me suis rendu sur place dès le lendemain avec mes équipes, comme ça se passe à chaque fois. 30 autres ont dit « mais nous, on n'avait pas bien compris, on est intéressés ». 280 personnes. Oui, près de 300, près de la moitié. Et lorsque, à partir du lendemain, nous avons tenu les entretiens sur place, 150 personnes se sont présentées. Les autres étaient partis. Pourquoi? Parce que nous étions dans des centres qui n'étaient pas des centres contrôlés. C'est l'un des aspects de la discussion. Moi, je pense qu'il faut que nous ayons, parce que là, encore une fois, mais c'est quoi, c'est un point d'organisation oui, mais c'est un point fondamental, parce qu'au-delà, c'est du pratique, et nous le vivons tous les jours, mais il faut que les choses soient ordonnées et organisées. Parce que ce qui porte préjudice au droit d'asile dans la période en Europe, à mes yeux, en Europe et en France, c'est la négation du droit d'asile, avec ceux qui veulent externaliser, ceux qui n'assurent pas l'hébergement de ceux qui devraient être hébergés, et qui cherchent à multiplier les obstacles. Mais c'est aussi une manière, parfois, de vouloir dire on prend tout le monde n'importe comment. Or ça produit des effets contre-productifs que nous voyons à l'œuvre. En Autriche, en Allemagne. Du rejet. Du rejet. Donc moi, je ne connais pas d'autre solution que le respect absolu du droit d'asile, l'organisation et la maîtrise. Oui, mais Pascal Brice, vous prenez l'exemple de l'Allemagne et vous dites que le climat y a vraiment changé. D'accord. Mais est-ce qu'on serait dans la même situation aujourd'hui si la France avait été solidaire de l'Allemagne à l'été 2015 et si elle avait pris déjà, à ce moment-là, un peu plus la mesure et sa part? On aurait pu déjà commencer à créer un système européen qui aurait été
voyez, un lien franco-allemand sur deux pays sur la même longueur d'onde, et on n'en serait sans doute pas là en Allemagne aujourd'hui, parce qu'il y aurait eu un effet d'entraînement. Donc quand vous dites y aller de façon ordonnée, la France n'a pas joué son rôle en première heure, et aujourd'hui est en train de courir après. C'est ce que, voilà, on a beau se battre pour essayer de construire quelque chose d'européen, vous avez raté le coche. Vous avez, je pense, assez largement raison. Je pense que nous aurions dû être plus solidaires. Mais en même temps, je crois que si l'on est lucide, comme vous l'êtes, et que l'on voit comment les choses ont évolué, je pense que le constat, et encore une fois, moi je pense que je ne suis, et personne n'est en situation de faire la leçon aux Allemands qui ont une attitude admirable en 2015, au moment où ils ont accueilli aussi massivement et aussi bien. Mais on voit les choses dans la durée. Et dans la durée, moi, je constate que quoi que nous eussions pu faire à l'époque, la réalité, c'est que si vous ne faites pas des choses de manière organisée et ordonnée, moi j'ai des souvenirs précis de la Grèce de 2015, vous savez que j'étais sur place. Je vois bien quand je vais dans le pays, quand je vais chez moi en Loire-Atlantique, quand je vais dans les Pyrénées-Orientales, quand je vais en Auvergne, dans les quartiers, dans les villes où on accueille les demandeurs d'asile, les images de la Grèce de 2015, de l'Allemagne de 2015, de Calais jusqu'à la fin 2016, cette image du désordre dessert l'accueil des réfugiés. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut être lucide. Pour faire avancer les choses, moi je pense qu'il faut être lucide. Nous sommes dans une période de crispation politique, économique, sociale, identitaire en Europe, dont les migrants, les demandeurs d'asile sont les catalyseurs bien involontaires. Ils sont pris dans cette crise européenne. Mais très objectivement, quand vous regardez la situation en Allemagne, vous trouvez que ça se passe mal, la gestion des migrants et leur installation en Allemagne ? Ou est-ce que c'est vraiment totalement séparé de l'instrumentalisation politique par l'extrême droite allemande ? Vous avez raison de dire qu'il y a des instrumentalisations, elles existent partout, de tous ordres, hein. Et que, au fond, l'Allemagne, et moi encore une fois je ne suis pas là pour juger, l'Allemagne a fait des choses et continue à faire des choses admirables. Simplement, moi ce que je constate, c'est que la politique allemande n'est plus du tout, et pas seulement depuis quelques semaines, depuis mars 2016, depuis l'accord avec la Turquie, n'est plus du tout la politique que nous avons vue à l'œuvre pendant quelques mois, et pas pour rien. Et moi, ce que je souhaite, c'est que plutôt que d'avoir des effets comme ça un peu cycliques, où on a une politique extrêmement ouverte, puis d'un coup on ferme et on est même prêt à faire en sorte qu'on externalise. Vous savez, Bertolt Brecht disait les gens qui se battent un jour sont utiles, ceux qui sont indispensables sont ceux qui se battent toute la vie. Et le droit d'asile a besoin de gens qui sont dans la constance de la défense du droit et dans l'organisation et la maîtrise, parce que nous sommes dans un climat politique, économique, social qui leur donne. Je voudrais vous poser une question très très concrète sur votre mission, parce que cette question elle concerne les mineurs. Les mineurs, ils sont souvent nombreux sur ces embarcations. Quand vous conduisez vos auditions à Valence, en Espagne ou à Malte, vous n'avez pas autorité pour les auditionner, parce qu'ils doivent l'être notamment pour la France, par une procédure, dans le cadre d'une procédure juridique ou administrative, etc., etc. Ce sont les services de l'aide sociale à l'enfance. Mais ça veut dire que ces mineurs, ils ne sont pas concernés par cette solidarité européenne très pragmatique, très empirique ? C'est-à-dire, est-ce que la France ne devrait pas faire plus à destination de ces enfants sur ces embarcations ? Les mineurs, c'est l'une des faces les plus terribles de ces exils. Moi, je les rencontre, je les connais. Ce sont de jeunes gens, essentiellement de jeunes garçons qui ont entre 15 et 18 ans. Et ce sont des gens qui sont en fragilité absolue. Avec une inconscience souvent d'ailleurs du danger qui fait que il faut absolument pouvoir les protéger. Il y a des procédures en France. Il est vrai que lorsque nous conduisons ces missions, nous ne pouvons pas entendre les mineurs pour les raisons que vous dites. Et moi, je souhaite qu'on puisse absolument trouver des solutions à cela. Alors, comment vous allez faire ? Écoutez, ça, c'est d'abord une question qui est posée au plan national. Vous savez qu'il y a plusieurs milliers de mineurs dans notre pays, dont très peu demandent l'asile, d'ailleurs. Donc moi, je n'ai pas la solution à cela. Ce que je sais, c'est que dans ces parcours d'exil, vous avez de nombreux mineurs et que je souhaite que des réponses soient apportées. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter un point, si vous le permettez, parce que je le vis avec les équipes de l'OFPRA dans cette période. Il y a pour moi un impératif absolu, et c'est notre mission, qui est de défendre le droit d'asile. Y compris en le faisant évoluer. Nous protégeons des homosexuels, des lesbiennes, des femmes victimes de violences, qui ne se faisaient pas à l'époque où la Convention de Genève a été inventée. Donc le droit évolue. Donc le droit d'asile.
Et nous allons continuer, et on voit bien que le combat est là pour préserver ce droit d'asile, pour le faire vivre dans cet espace européen, dans ce moment-là. Mais ça ne suffit pas. Et moi, je souhaite que la réflexion puisse s'engager, le moment venu, parce que dans ce moment politique, y compris européen, c'est quand même pas simple. Mais sur des outils de protection au-delà de l'asile. On parle des mineurs. On pourrait parler à l'avenir des déplacés climatiques. Je pense notamment, et vous parliez de ces missions, moi je vois des mineurs que nous ne pouvons pas prendre en compte, mais je vois aussi, j'ai un souvenir très précis de jeunes Ivoiriens dans l'un de ces ports de la Méditerranée qui ne relèvent pas du droit d'asile, mais qui ont été détruits en Libye. Donc voilà, il faudra avoir une réflexion de là, mais de manière organisée. Marie-Line, une réflexion, mais pour l'heure, l'État français a été condamné plusieurs fois pour avoir renvoyé des mineurs de l'autre côté de la frontière, à la frontière franco-italienne. Donc on est très loin, vous êtes dans des incantations, vous êtes dans les bons principes, et en fait on mesure bien que les actions sont très différentes. Un préfet condamné plusieurs fois parce qu'il remet dans le pays voisin des jeunes qui ressortent tout à fait de la protection de la France, c'est je vous conseille aisément que défendre le droit d'asile par les temps qui courent est un combat. Et les droits de l'enfant aussi. Et bien sûr. Je crois pouvoir dire que l'OFPRA, depuis 6 ans, n'est pas seulement dans l'incantation. Je crois que vous le savez. Nous sommes dans l'action, dans la protection du droit d'asile. Nous avons 100 000 demandeurs. Le taux de protection de l'OFPRA évolue positivement. L'OFPRA s'est profondément réformé. 45 000 protégés. C'est un record historique. Parce que ne soyons pas non plus dans un espèce de masochisme. Hein. C'est pas le propos ici, mais il y a parfois un côté... Vous savez, moi, je vais vous donner la séquence de l'été. Parce que ça va vous donner une idée de ce qui me semble être parfois quand même la difficulté à agir dans ce contexte-là. Au moment de l'Aquarius, pendant l'été dont nous parlions, la France n'était plus une terre d'asile. Nous étions les derniers des derniers, c'était fini. Bon. Et puis, quelques semaines après, vous aviez un grand journal français, pour lequel j'ai le plus grand respect, qui titrait « La France débordée par la demande d'asile ». Donc, moi, on ne conduit pas une politique en fonction de ces oscillations-là. Respect du droit, dans les faits et pas seulement dans les discours. Mais le respect du droit pour les mineurs aussi. Organisation et maîtrise. Vous êtes devant vous le directeur de l'OFPRA. Moi, je peux parler des mineurs et j'en suis comptable lorsqu'ils demandent l'asile. Hein. Et ce que vous dites est vrai. Donc, nous sommes dans un combat. Je maintiens que ce combat, il évolue positivement dans les faits. Nous sommes en situation de protéger mieux que nous ne le faisions. Mais nous sommes dans un combat. C'est-à-dire que la tentation de multiplier les obstacles existe et il faut poursuivre l'action de manière à ce qu'au niveau européen et national, on puisse, dans ce contexte particulier qui est celui de la France et de l'Europe aujourd'hui, faire avancer ces droits. C'est difficile de comprendre quand même que ce chiffre de 100 000 soit satisfaisant, sachant que même sur les 100 000, ce sont plutôt 43 000 qui sont acceptés. Quand on regarde le nombre de réfugiés qui se sont retrouvés du côté de la frontière libanaise, turque, en Jordanie, etc., les chiffres sont tellement énormes, ce sont des millions de personnes qui ont été déplacées par le conflit syrien. Est-ce qu'on ne peut pas un petit peu remettre les choses en perspective et arrêter de s'auto-satisfaire Est-ce que vous croyez vraiment que mon discours est un discours d'autosatisfaction ? C'est la sensation que vous avez ? Moi, je suis dans ce combat depuis... Vous dites qu'il ne faut pas s'auto-flageller. Est-ce qu'on s'auto-flagelle en disant... Moi, ce que je vous propose pour agir, ce que moi je fais, comme d'autres, comme des citoyens, des associations, des administrations dans ce pays, c'est de ni s'auto-flageller, ni s'auto-glorifier. Parce que ni l'un ni l'autre ne sont vrais, ni l'un ni l'autre ne sont utiles. Mais je vais vous dire... Comment vous faites sur les 100 000 demandes, comment vous faites pour en renvoyer près de 60 000 ? Nous faisons notre métier. Ça s'appelle l'instruction de la demande d'asile. Ce sont des officiers de protection qui appliquent le droit, qui accueillent les demandeurs d'asile dans des entretiens et qui appliquent le droit. C'est pour ça que... Ceux qui ont pris la mer étaient des gens qui risquaient leur vie tellement ils devaient échapper à leurs conditions d'existence. Mais madame, l'OFPRA applique le droit d'asile. Moi, je suggère que pour avancer dans ce climat général, qui est un climat où on mélange un peu tout, qui du coup alimente toutes les instrumentalisations et qui donc dessert l'accueil des étrangers, notamment des demandeurs d'asile, que l'on puisse être dans des choses claires. Lorsque quelqu'un demande l'asile, il est entendu par l'OFPRA en France, et c'est en fonction des critères du droit d'asile, on parlait de la Convention de Genève de 1951, des textes européens sur la protection subsidiaire, que la personne relève ou non du droit d'asile sous la protection d'un juge. C'est ça et c'est vous qui disiez que le droit évolue, que maintenant, par exemple, vous pouviez protéger les homosexuels. Mais en fonction des critères du droit d'asile, qui sont les craintes dans le pays d'origine.
Donc ce droit, il évolue parce que le droit doit évoluer, et heureusement, du point de vue social, c'est la vocation de la jurisprudence. Mais fondamentalement, nous appliquons du droit d'asile. C'est est-ce que la personne a une crainte dans son pays d'origine ou pas? Et je redis qu'il nous revient à l'OFPRA de mettre en œuvre pleinement ce droit, mais que j'invite celles et ceux dont c'est la responsabilité, les responsables politiques, les parlementaires français, européens, à un moment ou à un autre, en prenant en compte le contexte politique, économique et social, à réfléchir sur la protection de celles et ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile, en sachant à la fin que lorsqu'il n'y a plus de droit au séjour, il faut que les gens repartent dans leur pays. On a compris, donc le respect du droit. Vous défendez beaucoup, depuis le début de cet entretien, cette notion de solidarité entre les nations, mais on a un peu le sentiment quand même d'une solidarité à la carte, c'est-à-dire que ce sont des pays comme la France, évidemment l'Espagne, mais aussi le Portugal, qui sont allés, ou le Luxembourg, chercher des migrants dans les ports où les bateaux ont accosté. Est-ce que cette façon de fonctionner peut être pérenne? Et vous vous appelez à une grande agence européenne de l'asile, mais est-ce que compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, d'un point de vue politique, et des divergences qu'il y a au niveau de l'interprétation de cette question, est-ce que c'est possible? Ce qui est sûr, c'est que c'est loin d'être gagné. Oui. On le redisait, on parlait de Salzbourg. Ce qui est sûr, c'est que ça fait 3-4 ans que l'Europe donne le spectacle de ses divisions, de son incapacité, en tout cas de ses difficultés à répondre à tout cela. Mais je maintiens, oui, que les solutions existent. Elles ont été consignées dans les conclusions du Conseil européen de juin. C'est très pragmatique tout ça. Mais moi, je ne connais pas d'autre solution que l'action. C'est pour ça que l'OFPRA est à l'action à chaque fois au Niger, au Tchad, comme nous l'avons été depuis 4 ans au Liban, Jordanie, en Turquie, puis dans les ports méditerranéens. C'est-à-dire que ces solutions existent. Dans les pays de transit, une capacité à réinstaller vers l'Europe une partie de celles et ceux qui relèvent du droit d'asile. Pour celles et ceux qui arrivent dans les ports européens, la capacité à instruire et à accueillir. Les solutions existent. Et il faut faire la démonstration que ces solutions-là apportent l'aide qui est due aux pays d'arrivée, aide qu'ils n'ont pas eue au cours de ces 3 dernières années, et à la condition que ces pays-là assument leurs responsabilités, notamment, par exemple, que l'Italie accepte dans ses ports les navires qu'il doit accepter. Mais votre agence européenne, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque dans sa conception même? Parce qu'on sait que l'OFPRA a son indépendance inscrite dans la loi. Ce n'est pas le cas pour vos homologues dans d'autres pays d'Europe. Donc imaginez à l'heure actuelle une agence européenne, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la France même y perde, que le droit d'asile y perde quelque chose? Vous avez raison. Vous avez raison parce que l'indépendance de l'autorité de détermination de l'OFPRA, qui est inscrite dans la loi, je rappelle que la loi de 2015 en France dit le directeur général de l'OFPRA ne reçoit aucune instruction dans l'exercice de ses missions. C'est fondamental pour le droit d'asile, parce que ça veut dire que nous n'appliquons que le droit d'asile. Pas de politique migratoire, pas de considération diplomatique. Et que c'est une garantie aussi de crédibilité de l'ensemble du système. Et vous avez raison de rappeler qu'ailleurs en Europe, ça n'est pas le cas. Nos homologues ne sont pas indépendants. Simplement, et c'est ce qui me conduit toujours à insister sur le fait que nous avons besoin d'une agence européenne qui soit indépendante. Et je suis convaincu simplement que le risque dont vous parlez existe, mais que le risque du statu quo est bien plus fort. C'est-à-dire le fait de continuer à avoir des offices nationaux qui ne reconnaissent pas leurs décisions entre eux, c'est à mon sens un risque qui est réel par rapport à celui que vous soulignez, qui doit simplement conduire à affirmer sans cesse que cette agence européenne, elle devra être indépendante de tous les pouvoirs politiques nationaux européens, comme l'est l'OFPRA au niveau français. Alors, puisqu'on parle de la France, et notamment à propos de la façon dont la France gère sur son sol cette question migratoire, je vous propose d'entendre ce que disait Emmanuel Macron en juillet 2017 à propos de l'hébergement des migrants lors d'un discours à Orléans. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui permettent de traiter leurs dossiers. Pascal Brice, promesse non tenue, parce qu'on en parlait au tout début de cet entretien. Nantes, hier, 600 migrants délogés d'un campement sauvage. Il y en a toujours à Calais, il y en a dans les rues de Paris. C'est une promesse qui n'a pas été tenue. C'était il y a un an. Nous sommes dans un combat. Ce discours d'Orléans, il est fondateur. Alors après, évidemment, il y a les discours et il y a les actes. Les responsables politiques, ils rendent compte des actes et des réalités. Mais
le discours du président de la République à Orléans, qu'il a d'ailleurs réitéré devant les préfets quelques semaines après, il est fondateur parce que c'est la première fois qu'un président de la République dans ce pays disait « Laisser les gens à la rue, non seulement c'est indigne, mais ça ne mène à rien ». Et il a un autre temps. Pardonnez-moi parce que Lionel Jospin avait dit ça pour les SDF, bien sûr, etc. Mais je veux insister là-dessus parce que pour moi c'est fondamental. Oui, et évidemment, ce qui serait encore plus fondamental, c'est que tout ceci soit dûment mis en œuvre. J'ai eu l'occasion de dire que nous ne nous étions pas encore donné les moyens collectivement. Je l'ai écrit dans un journal récent. Vous avez parlé d'inventivité aussi. Bien sûr, et parce que c'est comme ça que nous. Mais pardonnez-moi. Pourquoi est-ce que c'est fondateur? Parce que c'est la première fois qu'un responsable politique de ce niveau, le président de la République, nous dit la seule solution pour le droit d'asile, c'est que les personnes soient prises en charge immédiatement, non seulement prises en charge immédiatement et donc hébergées, mais que leur situation administrative soit immédiatement éclaircie, que l'instruction de la demande d'asile se fasse rapidement, que lorsque les gens relèvent du droit d'asile, ils sont intégrés par une politique volontariste. Lorsqu'ils ne relèvent pas du droit d'asile ou d'autres droits au séjour, ils sont encore renvoyés. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'il manque une volonté politique? Je vais vous dire pourquoi. Et surtout, je voudrais ajouter, il y a 2 maires qui ont tenté de le faire, qui l'ont fait à un moment. C'est la maire de Paris avec son centre d'accueil et le maire de Grande-Synthe, à côté de Dunkerque, avec un centre d'accueil. Ces 2 maires ont été poussés à bout au point de fermer leur structure. Vous connaissez mon amitié pour ces 2 maires, donc je vais vous répondre. Est-ce qu'on a peur de ce fameux, ce que beaucoup Quel est l'obstacle? Oui. L'appel d'air, c'est-à-dire en créant des... Vous avez prononcé le mot qui, comme d'autres, me hante depuis 6 ans parce que je... Mais oui, mais c'est parce que c'est souvent ce qui est mis en avant. Donc la réalité, elle est celle-là. C'est que nous avons affaire... On n'héberge pas. Nous avons affaire... Dans ce combat, je redis que c'est un combat, nous avons affaire à un inconscient et parfois un conscient culturel, administratif, mais pas seulement administratif, qui rend ce combat très difficile. C'est-à-dire 2 choses qui se font écho sans cesse, et que je vis sans cesse dans les rues de Paris, dans les rues de Nantes, mais même quand je vais au Niger et au Tchad. C'est d'un côté cette tentation qui continue à exister dans certains esprits administratifs, de laisser les gens à la rue en pensant que ça va dissuader quoi que ce soit, la peur de l'appel d'air. C'est indigne. C'est non seulement indigne, mais ça fabrique du rejet. Donc, qu'est-ce que vous pensez de... Je termine, parce qu'il y a ça, mais il y a aussi la surenchère. Il y a aussi des gens qui disent des squats, des camps dans le centre des villes, c'est formidable, c'est la société nouvelle. Non. Donc le combat, il est de mettre en œuvre le discours d'Orléans du président de la République. Ça veut dire qu'il faut que l'administration française tourne le dos définitivement, comme il l'a demandé, à des réflexes qui sont indignes et inefficaces. Que l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs locaux, soient dans cette action et dans cette responsabilité. Et soutenu par l'État. En cette fin de semaine, il y a quand même un centre qui ouvre dans le 16e arrondissement. Absolument. 900 places déjà disponibles, il devrait y en avoir 1200. Oui. Est-ce que c'est le début de quelque chose? Il le faut. Prenons la situation. Vous avez des garanties, vous savez Moi, je n'ai aucune garantie de rien. J'ai la garantie de mon action, de mon combat, de mon engagement, de celles et ceux des préfets que je rencontre tous les jours, des élus, des associations. Je n'ai la garantie que de l'action et la feuille de route que le président de la République nous a fixée à toutes. Reparlons de Nantes. Je tiens parce que c'est ma ville. Et que j'ai trouvé dans ma vie des situations que je vois partout depuis 3 ou 4 ans, c'est-à-dire qu'en plein centre de Nantes, on avait 500 personnes à l'abandon, dans des conditions indignes, dans une ville accueillante, où le rejet n'existe pas. C'est dans nos gènes, mais il y a d'autres régions comme ça en France. Et donc, si on laisse les gens à la rue comme ça, on va finir par provoquer cela. Et donc, moi, je me réjouis que la maire de Nantes ait pris ses responsabilités, je la salue. Il faut que l'État accompagne, parce que c'est d'abord sa responsabilité que d'héberger, et il faut effectivement, vous le redisiez, inventer. C'est-à-dire que moi, je suis fonctionnaire, j'admire la fonction publique française et l'État, mais on sait que l'État, la fonction publique, a parfois un peu de mal à laisser les acteurs de la société prendre des responsabilités, dès lors qu'ils sont eux-mêmes responsables. Et il faut inventer sur l'hébergement, sur l'accompagnement, des solutions nouvelles. Quand vous parlez d'inventivité, justement, ça fait un petit peu bricolage. Et on a l'impression que c'est tout de même le constat de l'échec des pouvoirs publics qui vous fait vous tourner vers la société civile. C'est très français, ça. Pardon, mais vous raisonnez comme un fonctionnaire français. Mais exactement comme ça. Vous savez, l'inventivité, moi je la mets en œuvre avec les équipes de l'OFPRA depuis 6 ans à l'OFPRA. Nous avons réformé l'OFPRA de manière complète. Nous faisons des missions... Qui doit faire preuve d'inventivité? Est-ce que ce n'est pas l'État aussi qui doit faire preuve d'inventivité? L'État d'abord, vous avez raison, d'abord l'État, mais aussi les acteurs sociaux. Vous avez raison au sens où, si cet appel à l'inventivité devait être un alibi pour un désengagement de l'État, alors là, non. Et d'autant moins que l'accueil des réfugiés, c'est un formidable laboratoire de la citoyenneté pour les jeunes, pour les retraités, pour les enseignants, pour des élus. Donc vous avez raison, mais
que chacun invente. Mais d'abord l'État. Et effectivement, là, je pense qu'il faut, dans la capacité à laisser de la place aux acteurs de la société, qui sont très actifs, des associations, des élus, des églises, des syndicats, le patronat, la possibilité de prendre place dans cette politique de l'accueil des réfugiés. Ce que vous nous dites là, c'est que d'un point de vue politique, le non-accueil qui est mis en place, enfin qui existe aujourd'hui de fait, va totalement à l'encontre du but escompté. On voudrait limiter l'appel d'air et en fait on crée du chaos. On voudrait limiter la montée du Front National et en fait par ce chaos dans les villes, c'est ce qu'on risque. Les choses me paraissent moins caricaturales. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, pas de masochisme. Nous ne sommes pas dans le non-accueil. Ce pays accueille. Il est en Europe l'un des premiers à le faire. D'ailleurs, vous allez le voir dans la durée, hein, parce que dans la durée, c'est comme ça que ça se passe. La France est l'un des premiers pays d'accueil. On est loin de la submersion, mais on accueille. Il accueille en traînant des pieds, on est d'accord. Il accueille, mais il reste ces obstacles. Et ces obstacles, je les crois très ancrés dans un inconscient, notamment un inconscient administratif, mais pas seulement un inconscient administratif, aussi dans parfois des modes de surenchère. C'est pour ça que pour moi, le discours du président de la République à Orléans, c'est la Bible. Alors, simplement, il faut maintenant, de plus en plus, que ça se traduise dans les faits. Il faut qu'on arrête de trouver dans les centres des villes des gens qui sont à l'abandon alors qu'ils devraient être pris en charge, mais pris en charge du début à la fin. Il faut peut-être aussi arrêter de pénaliser l'accueil des réfugiés, parce que ça, c'est pas vraiment un déclencheur d'inventivité dans la société civile. La fraternité, le Conseil constitutionnel l'a rappelé, la fraternité, c'est fondamental. Donc oui, bien sûr, parce que non seulement il ne faut pas décourager les volontés à accueillir, mais il faut les accompagner. Vous savez, je suis frappé. Moi, je pense que je ressens ça comme ça partout où je vais dans le pays. On a dans le pays à la fois des interrogations, des inquiétudes. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les gens sont dans l'interrogation et l'inquiétude. Et des enthousiasmes. Et je vois bien partout. Je prends souvent l'exemple des 10 000 personnes que nous avons contribué à accueillir depuis Calais jusqu'à la fin 2016. Accueillies partout en France. Par exemple, chez moi, en Loire-Atlantique, à Saint-Brévin, au début des interrogations, des inquiétudes. Et je ne jette pas de pierre à personne. Quand vous avez vu les images, vous voyez arriver 40 jeunes gens en pleine nuit. Il y a quand même des petites villes qui se sont opposées à l'arrivée de ces migrants. Au début, mais plus vous retournez 2 mois après. Dans le sud de la France, il y a eu encore très dernièrement avec... Oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé. Oui, mais... Vous retournez là où il y a des interrogations, vous retournez 2 mois après. À partir du moment où c'est organisé, les élus sont là. De ces villes, hein, les élus sont là, les préfets sont là, les habitants sont là. Ils se sont aussi manifestés contre l'arrivée de ces migrants, certains élus. Mais vous dites beaucoup la France accueille. Il y a quand même un chiffre, moi, qui m'a interpellée. Alors, vous l'expliquez, hein, et ce qui fait que aussi les Italiens nous interpellent, notamment le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, sur quand il y a eu ce plan de relocalisation de quotas, etc. La France devait accueillir 7115 migrants venant d'Italie. On en a accueilli 635. Hein, c'est des chiffres. Vous savez pourquoi ? Alors, vous l'avez. Moi, je vais vous dire pourquoi. Alors, dites-le, parce que c'est quand même un reproche qui nous est fait par l'Italie et qui s'appuie sur une réalité de chiffres. Oui, et c'est très intéressant, ça, parce que moi, je l'ai vécu avec les équipes de l'OFPRA, parce que j'étais en responsabilité pour le mettre en œuvre. La première raison, également en Grèce, hein, la première raison, c'est que globalement... En Grèce, on a plus accueilli que... Oui, oui, et j'en suis très fier, mais enfin, ça restait très symbolique. Et pour l'Italie, c'est 9% hein, de ce qu'on devait accueillir. Oui, et donc globalement, je redis, parce que je ne veux pas qu'on se trompe sur le diagnostic, c'est que d'abord, nous avons collectivement manqué de solidarité. Mais pourquoi est-ce que la relocalisation n'a pas fonctionné en Italie ? Mais parce que pas un seul demandeur d'asile ou migrant a été retenu en Italie le temps de bénéficier de l'instruction de sa demande d'asile. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années en Italie ? C'est-à-dire qu'ils sont partis du territoire italien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a eu à la fois un défaut de solidarité de l'Europe à l'égard de l'Italie, et je le redis, il faut le redire, et surtout le président de la République l'a dit très clairement encore récemment, mais il y a eu aussi un défaut de responsabilité. Je suis bien placé pour vous dire que les demandeurs d'asile, ils ne restent pas en Italie. Ça n'enlève rien au courage de celles et ceux qui, dans la société italienne, se sont engagés pour accueillir sur les points d'arrivée, sur la difficulté qu'il peut y avoir parfois. Mais la réalité, c'est que les gens ne sont pas restés. Donc, pourquoi est-ce que ce système de relocalisation n'a pas fonctionné en Italie ? Parce que ceux qu'on appelle les migrants, je préfère appeler des demandeurs d'asile, n'ont pas été retenus le temps nécessaire. Les fameux hotspots. Est-ce qu'ils avaient les moyens, les Italiens, de faire toutes ces retenues ? Voilà. Si on les avait aidés, ils n'ont pas été aidés à ce moment-là. Et c'est bien. Et là, on a manqué une occasion historique terrible. On a fait du Dublin. Alors Dublin, c'est le pays d'arrivée, c'est là où les migrants doivent instruire leurs demandes administratives. Mais les Italiens le premier pays d'arrivée en Europe. n'ont pas fait ce qu'ils auraient pu faire. Donc, reprenons les choses. Si l'on peut, mais évidemment, les instrumentalisations politiques sont là.
Prenons les solutions. Les hotspots de 2015, parce que c'est ça. Alors, n'ont jamais existé. Les hotspots, on rappelle, hein, ce sont ces plateformes qui étaient supposées faire en sorte que des gens voient leur demande d'asile instruite sur place. Les centres contrôlés dont nous parlons maintenant. Voilà. Mais ça n'a jamais fonctionné. En Europe. Alors pourquoi ça fonctionnera mieux demain? Pourquoi est-ce qu'on y réfléchit aujourd'hui? Parce que j'ai toute petite tendance un peu naïve à espérer que les gens finissent par tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Moi, c'est ça. Moi, dans la vie, ce qui me met le plus en colère, c'est d'abord quand on respecte pas la dignité des gens et quand en plus on tire pas les leçons de l'évidence de ce qui s'est passé, de ce qui a fonctionné ou pas. Donc j'espère que on pourra aller au-delà des instrumentalisations politiques, mais ça, il faut être lucide là-dessus. C'est ce qui complique les choses. Et de mettre en place ces solutions, que l'Europe soit solidaire et que les pays d'arrivée soient responsables. Mais c'est mal excusez-moi, c'est un petit peu mal parti quand on voit, par exemple, la réaction par rapport à Frontex. Oui, vous parce avez absolument raison. La contrepartie de ça, ce serait qu'il y ait une véritable force aux frontières extérieures de l'Europe. On sait très bien qu'il y en a qui n'en veulent absolument pas de ce renforcement. Ils l'ont exprimé à Salzbourg. Vous avez totalement raison, et ça, je ne vous cache pas ma surprise, même si plus grand-chose me surprend. C'est une crise de confiance. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on pouvait quand même imaginer que s'il y avait un point qui pourrait faire consensus, c'est bien le renforcement des frontières extérieures. Eh bien, même pas. Ça prouve quoi? Que la crise de confiance est profonde, mais surtout qu'on est dans des instrumentalisations politiques extrêmement marquées. Mais on l'est aussi en France. Et je voudrais revenir, vous disiez oui, il faut être responsable. Mais aujourd'hui, lorsque la France renvoie au nom de Dublin, dont on parlait, continue à renvoyer des gens vers l'Italie, est-ce que c'est responsable de la part de la France? En tout cas, il faut aller au bout de la fin de Dublin. Et ça, le faire dans la négociation européenne, en mettant en place les centres contrôlés, l'agence européenne. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas envisageable que la France, toute seule dans son coin, abandonne Dublin. Parce que là, vous avez des effets de déstabilisation terribles. Donc je pense qu'il faut, comme le fait le président de la République, accélérer dans la négociation européenne, mais on voit bien que le contexte est compliqué. Et puis au niveau français, se donner les moyens, gérer les choses. Mais vous ne pouvez pas le faire tout seul dans votre coin, parce que sinon vous avez des effets de déstabilisation. Mais au nom du pragmatisme, on sait bien que les gens qui sont les migrants qui sont renvoyés en Italie reviennent sous 3 ou 4 jours, en général. Donc on a un affichage politique sur le fait qu'on renvoie. Et ensuite, on a les gens qui reviennent, et ça coûte cher au pays. Et c'est pour ça qui est vraiment gagnant? C'est pour ça qu'il y a une urgence à sortir collectivement en Européens de Dublin. Et puis, dans l'attente, d'avoir une approche pragmatique de tout ça. Vous savez, encore une fois, sur cette affaire du Dublin, moi, je fais la différence entre des personnes, des demandeurs d'asile, dont la demande d'asile a déjà été rejetée, notamment en Allemagne, en Suède, en Norvège. Moi, je pense que là, ces personnes devraient être réadmises dans les pays où la décision a déjà été prise. Parce qu'il est aberrant que les officiers de protection de l'OFPRA soient conduits à refaire une instruction comme si de rien n'était. Mais en revanche, celles et ceux venus d'Italie, qui ont seulement laissé des empreintes dans des conditions souvent très difficiles, là, il faudrait faire preuve de pragmatisme. Mais l'urgence, c'est la solution européenne, parce que vous voyez bien que sinon, on retombe sur ce qui nous a tant pénalisés depuis le début de cette crise en 2015, qui sont les solutions nationales, qui ne sont pas des solutions, parce que ça vous revient toujours dans la figure. Hein. Mais pour progresser, puis nous arrivons presque au terme de cet entretien, Pascal Brice, le président Macron a clairement dit qu'il fallait renvoyer ceux qui n'étaient pas éligibles au droit d'asile. Il veut muscler parce que sa politique des retours. Vous dites depuis le début de cet entretien aussi qu'il faut vraiment appliquer le droit, compte tenu du statut des réfugiés. Avant de poursuivre et de terminer cet entretien, je voudrais que nous arrêtions sur quelques chiffres. Ce sont ceux donnés par le Haut Commissariat aux réfugiés. Toutes les 2 secondes, une personne est forcée de fuir. Chaque jour, 44 400 personnes de plus abandonnent leur maison. À la fin de 2017, le nombre total de réfugiés s'élevait à 68,5 millions. Un nouveau record. 25,4 millions de gens sont réfugiés à cause des conflits. Plus de 2 tiers des réfugiés viennent de 5 pays: Syrie, Afghanistan, Soudan du Sud, Myanmar, Somalie. Pascal Brice, vous connaissez ces chiffres. Derrière ces chiffres, c'est des réalités humaines, c'est des destins, c'est des parcours de vie d'hommes, de femmes et d'enfants. Pour terminer cet entretien, on parle beaucoup du statut de réfugié. Vous avez dit qu'il faut
le droit peut évoluer en fonction du statut des personnes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à ces réfugiés qui sont des réfugiés climatiques pour certains, des réfugiés économiques pour d'autres? On a vu au tout début de cet entretien que ce statut est très fragile. Hein. Il a été établi en 1951. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une petite brèche possible pour faire évoluer le statut de réfugié? Il faut appliquer le droit et créer des droits nouveaux en étant très lucide d'abord sur ce que vivent ces hommes, ces femmes et ces enfants. Vous savez, nous le savons bien parce que nous sommes tous les jours avec elles et avec eux. Les officiers de protection les entendent tous les jours. Et en sachant aussi ce qui se passe dans l'esprit des Français et des Européens. Parce que c'est ce combat-là, encore une fois, qu'il faut pouvoir, dans ce contexte-là, pas de manière éthérée, dans la vraie vie, continuer à mener, et il est difficile. Et ma conviction, c'est que dans ce moment où on se raconte parfois un peu n'importe quoi, de confusion, d'instrumentalisation, où des choses essentielles sont en jeu pour nous, Européens, essentielles, existentielles, il nous faut respecter le droit dans toutes ses dimensions. D'abord le droit d'asile, on le disait, et revenons au point de départ de ce que disait... Mais quand on voit ces chiffres, ces nombres qui sont exponentiels... Attention aussi à ne pas alimenter les fantasmes. Parce que quand c'est pas des fantasmes, c'est la réalité. Oui, mais c'est sûr que c'est la réalité. Nous sommes tous les jours dedans. Mais si vous donnez à penser que tous ces millions de gens veulent venir en Europe, vous alimentez la confusion. Mais je vous réponds. Oui. Il faut respecter le droit d'asile. On ne parle pas d'Europe, là. Hein. Moi, je vous parle de l'Europe et de la France. Respecter le droit d'asile, de manière absolue. Et il y a beaucoup à faire dans ce moment dans lequel nous sommes. Inventer des droits nouveaux, notamment engager la réflexion pour les déplacés climatiques. Avoir une capacité à créer du droit humanitaire complémentaire pour des personnes qui ne relèvent pas du droit d'asile alors qu'elles ont été détruites notamment par les parcours que l'on voit ici, notamment en Libye. Réfléchir aussi à l'immigration économique légale, dans des cadres de droit existants ou à créer qui soient transparents et clairs. Et à la fin, lorsque les personnes ne relèvent pas de ces catégories de droit, organiser leur retour. Parce que sinon, vous alimentez la conviction de beaucoup de gens qu'au fond, il y a du droit, mais qu'on ne le respecte pas. Ni pour le droit d'asile, vous parliez de celles et ceux qui doivent être respectés parce qu'ils s'engagent pour accueillir dans la fraternité, ni dans le fait de ne plus être sur le territoire lorsque vous n'avez pas de droit au séjour. Donc, c'est comme ça, je pense, qu'il faut que nous puissions travailler, parce que nous sommes dans un moment charnière. Il y a ces millions de personnes, ces drames-là. Il nous faut y être présents dans les pays de transit. Vous parliez des pays du Proche-Orient qui sont les premiers à accueillir. Il faut que nous puissions, à travers le HCR, directement aider. Et sur le territoire européen, parce qu'encore une fois, c'est ce que nous sommes qui est en jeu. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet entretien, Pascal Brice. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions, à celles de Sophie Malibaud de RFI et de Marilyn Baumard du journal Le Monde et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International à Conakry, la capitale de la Guinée, pour un grand entretien avec le président Alpha Condé. La Guinée célèbre cette année les 60 ans de son indépendance. À la semaine prochaine et merci de votre fidélité.